Bonjour à toutes et à tous. Je suis Rosemonde d'en chargée aujourd'hui de ce webinaire. J'espère que tout le monde se porte bien et je vous remercie de vous être connectés. Alors, sans plus tarder, nous allons démarrer. Faut savoir déjà que pour ce webinaire, il s'agit des bases de la gestion de projets dans le domaine de l'éducation, un thème essentiel lorsqu'on sait à quel point les établissements éducatifs portent aujourd'hui des projets structurants, souvent complexes et à fort enjeu. Donc, merci encore une fois de vous être connectés. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais d'abord laisser la parole à notre représentant du PMI. J'ai le plaisir alors de vous annoncer ou de vous présenter Monsieur Lobo Destin, représentant du PMI et VP, vice-président au sein de ce PMI pour le mot de bienvenue. Monsieur Lobo, vous avez la parole. Bonjour Osmond, bonjour chers participants. Mesdames et messieurs, chers participants, distingués invités, rebonjour. Je suis Destin Lobo, comme disait à l'instant Osmond, vice-président sponsorship au PMI. Et pour ce webinaire, j'interviens comme représentant du président du PMI. C'est donc avec un réel plaisir que je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire organisé par le PMI Côte d'Ivoire consacré aux bases de la gestion de projets dans le domaine de l'éducation. Je tiens avant tout à vous remercier chaleureusement pour votre présence et votre intérêt. Votre mobilisation témoigne de l'importance croissante des enjeux liés à la structuration, à la planification, au pilotage des projets au sein de nos établissements scolaires. Aujourd'hui, les établissements éducatifs conduisent, comme disait Miss Danho, de nombreux projets, projets pédagogiques, des projets administratifs, institutionnels ou encore digitaux. Pourtant, beaucoup de ces initiatives sont menées sans méthodologie claire, ce qui peut entraîner des difficultés de coordination, de suivi et parfois de pérennisation des résultats. C'est précisément pour répondre à ces défis que le PMI Côte d'Ivoire, à travers ce webinaire, souhaite partager des outils simples, pratiques et adaptés au contexte éducatif, issus des bonnes pratiques internationales en gestion des projets. Ce webinaire a donc pour ambition de vous permettre, de nous permettre de mieux comprendre ce qu'est un projet en milieu scolaire, d'en identifier les étapes, d'anticiper les risques et surtout d'améliorer la collaboration entre les différentes parties prenantes. Il s'inscrit pleinement dans la mission du PMI Côte d'Ivoire qui est de renforcer les capacités, de promouvoir l'excellence en gestion des projets et de créer de la valeur durable pour nos organisations et notre société. Je voudrais saluer le travail de l'équipe d'organisation, ainsi que remercier notre intervenant, M. Pascal Ndeki, pour sa disponibilité et le partage de son expérience riche et inspirante dans le domaine de l'éducation. C'est des programmes à fort impact. Je vous invite, chers participants, à écouter, à poser des questions, à profiter pleinement de ce moment d'apprentissage et d'échange. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent webinaire. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur Lobo, pour ce mot d'ouverture. Effectivement, comme Monsieur Lobo l'a dit, si nous avons choisi de nous consacrer aujourd'hui à ce webinaire, c'est pour aborder les problématiques dans les établissements scolaires, puisqu'on parle de projets qui se multiplient, de partenariats, de pédagogie, et ces projets rencontrent des difficultés non pas par manque d'idées, mais par manque d'engagement, par manque de méthode ou de structuration. D'accord. Et c'est pour cela que, avant d'entrer dans le vif du sujet, on souhaite d'abord vous proposer un petit quiz interactif. L'idée n'est pas de tester vos connaissances, mais de mieux comprendre vos pratiques et vos défis actuels.
Je vous invite tous donc à participer via le chat. Nous allons mettre le lien du quiz, mais vous avez aussi le QR code que vous pouvez scanner. D'accord? Je repartage l'écran de sorte à ce que tout le monde puisse suivre les questions et nous échangerons en fait ce, sur ce thème. Mais d'abord, vous répondrez aux questions. Alors, Ake, tu peux te charger du lien, s'il te plaît, dans le chat? Alors, vous avez tous le lien dans le chat. Vous pouvez cliquer sur le lien. J'espère que tout le monde voit mon écran. Et on pourra commencer les questions. Alors, avez-vous déjà participé, d'accord, à un projet éducatif pour lequel vous avez atteint des objectifs, par exemple? Avez-vous déjà participé à un projet éducatif qui n'a pas atteint ses objectifs? Vous pouvez toujours voter dans le chat. D'accord, nous avons une seule réponse. OK. On va passer à la deuxième question. Selon vous, quelle est la principale difficulté dans vos projets éducatifs aujourd'hui? Est-ce un manque de planification? Est-ce un manque de coordination entre acteurs? Est-ce un manque de suivi ou de ressources? Je Donc, s'il te plaît, n'hésitez pas. Rosemonde, il s'agit pour les panélistes de voter, enfin pour les participants de voter directement à partir du lien. Il y a certains qui Exactement répondent, à partir du lien. il y a certains qui répondent directement dans le chat. Voilà, En fait, d'accord, il s'agit d'accord. d'utiliser le lien qui va ouvrir une fenêtre où vous pourrez donner votre réponse. C'est ça. Est-ce que tout le monde arrive à accéder au lien? Le lien est juste au-dessus dans Je, le chat. je, je remets le lien, On va je le mets le lien à ramener, nouveau. d'accord. Voilà, je viens de remettre le lien. D'accord, tout le monde. Est-ce que tout le monde voit le lien? Super. Donc, on va revenir sur la première question. Puisque tout le monde n'a pas suivi, on verra les votes. Est-ce que vous avez déjà participé à un projet éducatif qui n'a pas atteint ses objectifs? Est-ce que tout le monde voit la deuxième question? D'accord. N'hésitez pas à laisser des pouces si vous voyez la deuxième question pour qu'on puisse continuer. D'accord. Donc, le manque de suivi pour certaines personnes, le manque de planification. OK. Très bien. Donc, on voit comme réponse le manque de coordination entre acteurs. Merci pour vos réponses. La troisième question, c'est que est-ce que quand vous lancez un projet, vous avez systématiquement un document qui est clair et écrit, notamment un planning, une matrice de responsabilité ou des objectifs? OK. Donc la majorité a répondu parfois. D'accord. Merci beaucoup. Et dernière question, pensez-vous que la gestion de projet peut réellement améliorer l'impact des actions éducatives? N'hésitez pas à laisser votre message. Est-ce que oui, pour vous, la gestion de projet peut améliorer l'impact ou pas du tout, tout dépend. Donc oui, absolument. Merci infiniment pour votre participation. D'accord. Alors, je vais repartager l'écran et nous continuerons sur notre slide. Donc, vos réponses sont très parlantes. Elles ont montré que les difficultés que elles ont montré les difficultés que vous rencontrez sur les différents projets, notamment les projets éducatifs, quel que soit le type d'établissement aussi. Ce sont des difficultés qu'on rencontre.
Elle confirme une seule chose, la nécessité de disposer en fait d'une approche claire, structurée et adaptée en fait à la réalité du monde éducatif. Et c'est précisément l'objectif de ce webinaire. D'accord? Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, nous avons fait venir un expert pour nous accompagner sur le sujet. J'ai le plaisir d'accueillir Monsieur Ndeki Hugues, professionnel engagé dans le développement et l'innovation inclusive. Il accompagne depuis plus de 15 ans les jeunes, les entrepreneurs, les organisations africaines même dans la conception et la mise en œuvre de programmes à fort impact économique. Et aujourd'hui, il va nous partager une approche plus pragmatique de la gestion de projet, mais surtout adaptée en fait aux contraintes et aux réalités des établissements éducatifs. Sans plus tarder, je lui cède la parole. Monsieur Ndeki, vous avez la parole. Merci beaucoup, Madame Rosemonde. Bonjour à toutes et à tous, à vous les chers participants ici présents, mais aussi à l'ensemble de l'équipe de PMI Côte d'Ivoire. C'est déjà un plaisir, un honneur déjà, que vous m'aviez tendu celui vraiment d'échanger avec les différents participants sur la thématique de l'éducation, mais appliquée aux normes du PMI, avec vraiment un accent à mettre sur les établissements privés. Les différents échanges que nous avons eus déjà tout à l'heure avec Madame Rosemonde, les réponses par rapport au Mentimeter nous ont permis de savoir que la gestion de projet est quelque chose qui est devenu indispensable dans notre travail, mais aussi dans notre approche. Et quand nous choisissons la thématique de l'éducation qui est très, très importante en Afrique, parce que nous avons une population qui est jeune. Donc, connaître aujourd'hui les bases de la gestion de projet, non seulement ça va vous aider dans votre démarche, ça va vous aider avec les partenaires avec lesquels vous allez collaborer, les partenaires avec lesquels vous allez travailler, et le tout à travers une planification. Une planification qui sera bien structurée. Donc, ce que nous allons voir dans ce webinaire, c'est vraiment comprendre un tout petit peu la démarche. Une démarche que vous allez devoir utiliser dans votre entourage avec vos différents partenaires dans le milieu éducatif. Donc, quand on parle du project management, à savoir la gestion de projet appliqué à l'éducation, ça veut dire non seulement comprendre déjà c'est quoi un projet éducatif, tout en sachant que ce projet éducatif devrait être bien structuré, mais aussi identifier quelles sont les causes et les échecs de ces projets éducatifs, voir aussi dans une autre approche comment les appliquer pour pouvoir réussir ces projets, mais en montrant une démarche aussi de la structuration. Donc, en grosso modo, ce sont ces 4 éléments que nous allons développer davantage afin de vous permettre de mieux comprendre. Maintenant, nous allons parler sur le pourquoi ces projets éducatifs échouent. Nombreux sont les projets éducatifs qui échouent. La majeure partie des bailleurs financent, mais quand il s'agit du pilotage, ces projets n'arrivent pas à terme. Or qu'ils ont bien été planifiés jusqu'à obtenir des subventions. Pourquoi ils échouent? Ça, c'est la grande question que tout le monde se pose. Et à travers vos différentes réponses tout à l'heure sur le Mentimeter, nous avons une petite idée. Ici, nous avons listé 4 points qui reviennent le plus souvent comme cause de ces échecs rencontrés, à savoir l'absence de planification claire, le manque de responsabilité définie, mais aussi, il nous arrive des fois que les activités de ces projets ne sont pas bien suivies, voire même la confusion entre activités de projet. Donc, ce sont vraiment les principales causes les plus récurrentes que nous rencontrons le plus souvent, je dirais même en Afrique, que ce soit dans notre travail, que ce soit dans nos échanges entre établissements scolaires, que ce soit avec une ou plusieurs bailleurs. Donc, ça, c'est les principales causes qu'il faut noter comme étant vraiment ce qui font échouer nos projets éducatifs, en fait.
Les problèmes concrets rencontrés dans les projets éducatifs, il y a aussi certains aspects que nous pouvons noter. Des projets échouent parce qu'ils sont lancés dans l'urgence. Un projet qui est lancé dans l'urgence, nous savons tous que ce projet ne va pas arriver à terme. Ou une manque de coordination aussi entre acteurs. Nous pouvons aussi lister la surcharge des équipes pédagogiques. Oui, un établissement où il y a plusieurs responsables, si les tâches ne sont pas bien définies, si c'est le pilotage à vue qui est fait et que les rôles ne sont pas affectés aux uns et aux autres, c'est normal qu'il y ait des surcharges pédagogiques. C'est normal qu'il y ait certaines personnes à qui le poids du travail se repose sur eux parce qu'il n'y a pas une planification et des coordinations. Le faible suivi, oui, quand un suivi n'est pas bien fait, là, vous perdez le contrôle du projet. La plupart du temps, c'est ce qui nous arrive. Nous lançons le projet, les activités sont déroulées, mais après, nous n'avons pas ce suivi tout le temps qu'on devrait pouvoir effectuer afin de vraiment parcourir ce projet et savoir est-ce qu'il se déroule très bien, est-ce que par rapport à la planification, les livrables sont respectés, est-ce que tous les partenaires sont satisfaits, ainsi de suite. Donc, s'il n'y a pas ce suivi, c'est sûr que ce projet-là ne va pas arriver à terme. Et c'est ce qui entraîne même certains résultats qui ne sont pas visibles sur le terrain. En fait. Quand il n'y a pas de suivi, c'est sûr qu'on aura du mal aujourd'hui à savoir quels sont les résultats escomptés. Est-ce que nous avons atteint les objectifs? Est-ce que nous pouvons parler d'atteinte des résultats? Non. Quand il n'y a pas de suivi, c'est sûr qu'on ne peut en aucun cas parler de résultats. Et c'est ce qui arrive le plus souvent dans certains projets financés par des bailleurs en Afrique, que ce soit l'AFD, l'Agence française de développement, que ce soit la coopération allemande ou l'Union européenne et autres. Le plus souvent, ou l'UNICEF même, ce sont ces genres de difficultés qu'ils rencontrent dans les projets qui sont financés. Maintenant, ici, nous allons, de façon simple, parler, c'est quoi déjà un projet éducatif bien structuré. Donc, un projet éducatif bien structuré, donc c'est un projet qui va démarrer sur une action temporaire, mais qui vise quand même à répondre à un besoin qui est clairement identifié. Parce qu'un projet, par définition, apporte une réponse par rapport à un problème. Un problème est identifié, maintenant il faut trouver une solution. Pour trouver cette solution, là, un projet est défini pour apporter cette solution. Et à travers cette solution, il y a plusieurs éléments qui vont entrer en jeu. Donc, ça sera un projet temporaire qui va répondre à un besoin de temps, vu qu'il vient apporter une solution. Là, nous allons parler de projet temporaire, mais aussi, ça sera un projet qui va se développer sous forme de prototype. Là, nous allons parler d'aspect progressif, mais aussi, à la fin, il y aura un résultat. Ce qui veut dire que le besoin identifié, le problème identifié devra être traité par une solution. Donc, le résultat sera unique, mais aussi mesurable dans le temps. Oui, un projet, ça a un délai. Un projet, c'est par rapport à une durée. Un projet, c'est quelque chose qui doit être mesuré. Donc, en quelque sorte, pour piloter un projet éducatif, vous allez devoir tenir en compte ces aspects. L'aspect temporaire, ça a une durée. Comment est-ce que le projet va progresser? Quels sont les facteurs en jeu? Le résultat final escompté, mais aussi comment faire pour que les différents indicateurs soient atteints à la fin, ce qui nous permet de parler de l'aspect mesurable. Ici, nous vous avons listé quelques exemples de projets. Par exemple, nous pouvons parler de partenariat école-entreprise. Nous pouvons prendre l'exemple des forums de métiers, des voyages scolaires, voire même des semaines culturelles ou semaines d'orientation. Donc, quand on parle de partenariat école-entreprise, nous pouvons lister beaucoup d'éléments tels que les stages en milieu scolaire, les mentorats et autres. Pour les voyages scolaires, vous avez des découvertes de sites, et ainsi de suite. Donc, dans cette rubrique, on vous a quand même listé quelques exemples de projets éducatifs. Mais nous savons qu'il y a
N projets éducatifs que vous pouvez avoir, que vous pouvez développer. Mais pour rappel, un projet répond à un besoin. C'est un problème qui est identifié. Il faut apporter une solution. Donc, dans vos établissements, que ce soit public ou privé, si vous identifiez un problème et que vous voyez qu'il y a possibilité de transformer ce problème en solution et en faire un projet, essayez d'adopter une démarche simplifiée qui va correspondre aux 4 listings que nous avons soulignés tout à l'heure et qui vont jusqu'à l'atteinte des indicateurs. Selon la gestion de projet par rapport aux normes du PMI, Project Management Institute, qui est la référence dans la gestion de projets au niveau international, nous avons préféré lister 5 étapes, mais 5 étapes qui sont orientées par rapport à la thématique de l'éducation. Il y a plusieurs étapes, mais pour vous simplifier la compréhension, nous avons décidé de vous lister 5 étapes qui sont simples à comprendre et que vous pouvez vous-même, à travers vos établissements, adopter la démarche. Déjà, le démarrage. Pourquoi le projet? Il faut d'abord clarifier le besoin et identifier le problème de façon précise. Et une fois que vous aurez trouvé le problème, là, vous allez déjà parler de la planification. Comment est-ce que vous allez apporter une solution par rapport à ce problème? Et là, nous parlons de la planification. Comment vous allez organiser le projet avec les objectifs, un planning et les ressources, à savoir les différentes ressources, que ce soit humaines ou matérielles, que vous allez devoir utiliser pour pouvoir réussir votre planification. Maintenant, l'exécution. Quand vous avez tout planifié, il faudrait procéder à l'exécution. Et dans cette exécution, nous parlons de la mise en œuvre des activités. Une planification claire. L'exécution devient facile. Les responsabilités sont claires. Nous savons qui fait quoi. Et ensemble, les activités sont déroulées jusqu'à la fin. Et après l'exécution, là, vous avez le suivi. Les activités, il va y avoir une équipe qui sera chargée de faire le suivi, ou bien une ressource qui sera déléguée pour faire le suivi du début jusqu'à la fin. Et dans ce suivi, ça sera un suivi contrôle pour voir est-ce que les différents objectifs planifiés sont atteints. Est-ce qu'ils sont dans le temps? Est-ce qu'il n'y a pas un dépassement du temps? Est-ce que les délais sont respectés? Est-ce que les indicateurs sont respectés? Est-ce que les livrables sont là? S'il y a des erreurs, là, il faut rectifier. Et c'est dans ce suivi contrôle qu'on arrive à rectifier. Un projet peut démarrer, mais en cours d'exécution ou bien en milieu d'exécution du projet, on peut distinguer des failles. On peut voir quelques erreurs. Et là, c'est l'occasion de rectifier ces erreurs. Et vers la fin, quand toute cette démarche est respectée, là, vous allez procéder à la clôture. Nous avons dit dès le début qu'un projet, c'est dans un espace temporaire. Ça a une durée. Ça peut être un projet de 1 an, 6 mois, petit projet court. Ça peut être un projet supérieur à 1 an, voire 2 mois. 2 ans plutôt, excusez-moi. Ce qui veut dire qu'après ces 2 ans, le projet doit être clôturé. Et quand on clôture le projet, qu'est-ce qu'il faudrait retenir, chers amis? Il faut retenir les indicateurs. Est-ce que les indicateurs ont été atteints? Si tous les indicateurs sont atteints, à savoir ils sont au vert, là, c'est une réussite. C'est un succès, tant pour le bailleur qui a financé, tant pour les différentes parties prenantes, mais aussi pour les acteurs, l'équipe au niveau local. Et en ce moment-là, vous allez capitaliser l'expérience. Peut-être que cette réussite peut être à l'origine d'un futur projet. Numéro 2, parce que quand un projet réussit, le même modèle peut être dupliqué ailleurs. Ou le même modèle peut permettre de développer un projet sous forme d'extension, avec le périmètre qui va s'agrandir, d'autres partenaires qui vont entrer en jeu, beaucoup d'activités, un autre budget beaucoup plus grand, des ressources humaines beaucoup plus élargies, avec des responsabilités. Donc, une clôture est intéressante dans un projet, mais une clôture par rapport à des livrables qui ont été définis
au niveau de la planification. Et c'est des indicateurs. Est-ce que les indicateurs sont au vert? Est-ce que les indicateurs sont au rouge? Donc, dans le domaine de l'éducation, cette démarche simplifiée vous facilite la réussite de votre projet. On démarre pourquoi? On planifie, mais comment? Par rapport à l'exécution, comment mettre en œuvre les activités? Et enfin, nous allons procéder au suivi et au contrôle de ce dont nous avons élaboré. Est-ce que tout a été respecté? Et pour la clôture, nous avons terminé toutes les activités. Est-ce que c'est bien? Si c'est bien, on vérifie les indicateurs. Et si tout est ouvert, c'est le bailleur lui-même qui nous applaudit. Donc ici, nous avons détaillé de façon beaucoup plus élargie la démarche, mais de façon concrète, orientée action, avec les différents objectifs dans chaque étape. Par rapport au démarrage, l'objectif peut être de clarifier le besoin. La planification, c'est organiser le projet. L'exécution, c'est la mise en œuvre. Le suivi contrôle qui nous parle de pilotage et enfin, le clôture qui nous parle de capitalisation. Donc ça, c'est une démarche simplifiée qui permet à tout un débutant, même si vous n'avez pas d'expérience dans la gestion des projets, mais de façon simple, en respectant ces différentes thématiques, en respectant cette démarche, vous pouvez vous-même développer votre propre projet éducatif de façon simple entre collègues et soumettre à un bailleur, en fait. Ici, nous allons prendre l'exemple d'un projet école-entreprise. C'est pour vous permettre de comprendre, vous faciliter la compréhension, en fait. Exemple de projet école-entreprise, ici, c'est le projet école-entreprise pour l'employabilité des jeunes. Au niveau du contexte, on vous dit la problématique, c'est quoi? C'est quoi le problème aujourd'hui? On nous parle de l'inadéquation entre la formation scolaire et les besoins réels des entreprises. Ça, c'est un problème récurrent dans tous nos pays africains. C'est un problème récurrent dans tous nos États. Aujourd'hui, la plupart des offres de formation que nous avons sont différentes du besoin des entreprises, voire même il y a un décalage entre ce dont les entreprises ont besoin et les profits réels. À l'étranger, par exemple, en Europe, eux, ils ont très tôt compris ce modèle d'alternance et c'est les entreprises qui donnent le tempo, qui demandent aux établissements les profils dont ils ont besoin et c'est comme ça que les curricula de formation sont adaptés. Donc, dans cet exercice ici, la problématique, c'est l'inadéquation. Maintenant, au niveau de l'objectif, ce qu'il faudrait faire, c'est quoi? L'objectif visé, c'est améliorer l'employabilité des élèves ou étudiants grâce à un partenariat structuré avec le secteur privé. Partenariat, entreprise, établissement, et ainsi de suite. L'établissement, le secteur privé, à savoir les entreprises, donne le tempo en disant les profils dont ils ont besoin. Et les établissements publics ou privés vont s'aligner sur ça et mettre sur place des offres de formation concrètes qui répondent aux besoins de l'entreprise. Partant de ça, les stages peuvent être démarrés par rapport aux besoins réels et permettre à l'apprenant de démarrer des compétences. Voici aussi une toute autre démarche beaucoup plus simplifiée de façon plus claire qui vous permet de comprendre les 5 démarches dans le secteur de l'éducatif, de l'éducation plutôt. Vous avez le démarrage, la planification, l'exécution et les clôtures, en fait. Donc ici, vous êtes libre de choisir n'importe quel sujet et essayer de travailler avec en essayant de respecter la démarche que nous avons mentionnée ici à travers le PMI, le démarrage, la planification, l'exécution, suivi, contrôle et la clôture, en fait. Et dans chaque démarche, vous êtes censé normalement avoir des ressources qui vont vous accompagner. En prenant le cas de l'exemple de l'alternance ici, on aura l'identification du besoin d'insertion professionnelle. Déjà, il faut analyser l'écart des compétences, et ainsi de suite. Il faudrait un comité de pilotage, mais aussi la validation du projet par la direction. Au niveau de la planification, vous allez planifier un calendrier avec une durée, l'organisation des stages. Quelles sont les ressources externes qui doivent intervenir? Par rapport aux établissements, quel est le budget à allouer? Les entreprises partenaires, il faudrait les intégrer comme partie prenante à forte influence.
Côté exécution, vous allez avoir des signatures de convention, bien entendu, parce que quand vous collaborez avec des entreprises, pour que tout soit clarifié, vous allez procéder par des signatures de convention. Et dans ces signatures de convention, vous allez avoir des livrables. Vous allez aussi animer des ateliers de préparation. Et maintenant, suivi contrôle, là, c'est au niveau des élèves, la satisfaction des entreprises et le monitoring au niveau des résultats. Maintenant, au niveau de la clôture, normalement, vous devrez avoir un impact final. Vous devrez en quelque sorte avoir un rapport et des recommandations de la part des entreprises, mais aussi de la part de l'établissement, ainsi de suite. Donc, en grosso modo, cet exemple nous permet vraiment de simplifier la démarche de la gestion de projets appliqués à l'éducation. Et quelques messages clés qu'il faudrait retenir, parce que, comme nous le savons, toute action scolaire importante est un projet et elle mérite une structuration rigoureuse pour garantir son succès et son impact durable. Nous savons qu'une école aussi organisée attire des partenaires solides. Quand l'établissement est structuré, organisé, là, ce sont les bailleurs eux-mêmes qui vont venir au sein de l'établissement, demander des partenariats. Et la gestion de projet améliore aussi l'impact éducatif. Donc, dans toute notre démarche, normalement, la gestion de projet devrait être intégrée au cœur de notre action. Donc, pour commencer vraiment, vous pouvez démarrer par des fiches de projet qui sont simples, avec des objectifs clairs et mesurables. Voici un modèle de fiche que l'équipe PMI Côte d'Ivoire va vous partager pour que vous puissiez après, avec vos idées, démarrer une toute petite présentation ou projet et ensemble, ils vont vous accompagner là-dessus. Là, nous prenons un autre exemple, École Performance, qui maîtrise ses projets, parce que quand un établissement maîtrise ses projets, vous verrez sans aucun doute les résultats, vous verrez le nombre de partenariats. Donc, pour aller beaucoup plus loin, je vous suggère, chers partenaires, chers participants, vraiment à vous former davantage en gestion de projets. Ça va vous permettre de partager des bonnes pratiques avec vos collègues, capitaliser sur chaque projet pour améliorer par rapport au suivant. Un établissement qui réussit, c'est un établissement qui a plusieurs projets, plusieurs partenaires, plusieurs parties prenantes, mais aussi un établissement qui est visible de par son impact et ses résultats. Donc, c'était ceci que j'aimerais partager avec vous, une démarche simple à comprendre, appliquée par rapport aux normes PMI pour les établissements privés par rapport à la thématique de l'éducation. Donc, merci, nous arrivons vers la fin. Maintenant, Rose, je vous donne la parole s'il y a des questions pour que nous puissions revenir et éclaircir le public. Merci, Rose. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Ndeki. Merci pour tous ces échanges, enfin, on va dire cette présentation assez claire. Nous allons maintenant ouvrir un temps d'échange. Si vous avez des questions, des retours d'expérience ou des situations concrètes même à nous partager, n'hésitez pas à les poser dans le chat ou à lever la main et on vous permettra d'activer votre micro pour poser vos questions. Oui, bonjour. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro? Non? D'accord. Monsieur Ndeki, alors, en attendant que nos participants posent leurs questions, j'avais une Oui, question pour vous. allez-y. Puisqu'on est dans le cadre de l'éducation, des établissements scolaires qui gèrent des projets, j'aimerais savoir, pour un établissement qui souhaite commencer dès maintenant un projet, par où est-ce que vous recommanderiez de démarrer concrètement sans alourdir en fait le travail des équipes pédagogiques en fait à leur niveau, sachant très bien que dans le domaine de l'éducation, ce ne sont pas des professionnels de gestion de projet
ils font de la gestion de projet, mais sans pour autant connaître les bases en fonction de ce que le Oui. PMA donne et tout. Donc, qu'est-ce que vous recommanderiez en fait? Par quoi est-ce qu'ils doivent démarrer concrètement? Merci déjà, Rose, pour la question. Je pense que l'idéal, c'est avant tout de prendre un projet, soit qui existe déjà, par exemple, une thématique telle que, nous pouvons dire, le forum des métiers ou une semaine culturelle. Nous savons que les établissements ont l'habitude d'organiser des semaines culturelles ou un partenariat avec des entreprises et d'y appliquer la démarche projet. Normalement, ils peuvent désigner un référent, quelqu'un qui est là, qui va s'organiser en maître d'œuvre en planifiant les objectifs, les dates clés, mais aussi les points de suivi, au fait. Donc, c'est quelque chose de simple qu'ils peuvent faire sans ajouter un travail supplémentaire aux équipes pédagogiques, mais au contraire, mieux organisé euh, pour leur faire gagner du temps, en fait. Donc, une seule personne peut se transformer en maître d'œuvre et commencer les différents points, les objectifs et essayer d'affecter certaines ressources qui vont l'accompagner. Donc, si nous suivons la présentation, je pense que c'est simple, en fait. Simple avec la démarche qu'on les a montré et les 5 points. C'est facile même pour un débutant de pouvoir y arriver, mais avec une idée simple. D'accord. Je ne sais pas si Merci. Merci, vous... Monsieur Mbeki. Mhm. ok, Donc, si pour résumer, en fait, pour le démarrage du projet, c'est de commencer d'abord par identifier les personnes avec qui elles vont travailler dans un oui, premier temps et ensuite s'outiller de la fiche projet, ce que vous avez présenté tout à l'heure, de sorte à oui, avoir le contexte, les objectifs, etc. C'est bien cela. oui. D'accord, merci. Je vois quelques questions. Je vois qu'il y a Jean-Louis qui souhaitait intervenir, si je ne me trompe. Jean-Louis Cablan, bonjour. Est-ce que tu peux activer ton micro maintenant? D'accord, bon, c'est pas grave. Dans le chat, il a laissé quelques questions pour vous. Il demande qu'est-ce qu'un livrable expliquer le plus simplement possible. Qu'est-ce qu'un livrable de projet en fait, dans la gestion de projet. Et ensuite, sa deuxième question, c'est qu'est-ce qu'un jalon? OK. Un livrable dans la gestion de projet, je peux dire que c'est un résultat atteint. Exemple, si nous prenons le cas de l'alternance école-entreprise, nous pouvons parler de livrable, exemple, en disant le nombre de jeunes insérés dans telle ou telle entreprise. Ça peut constituer un livrable sur la planification. Mais au niveau des indicateurs, si, exemple, le nombre de jeunes insérés, nous parlons de 50 jeunes insérés en alternance, ça, c'est un livrable. C'est planifié. Mais au niveau des indicateurs, si c'est respecté, là, nous pouvons dire que le livrable est atteint. Quel est le livrable atteint? C'est le nombre de jeunes à insérer en entreprise. À la fin, lors de clôture, si cet objectif est atteint, nous parlons de livrable atteint, en fait. Vous D'accord, monsieur. m'entendez? Oui, bon, il y a quelques interruptions de temps en temps, mais je vais essayer de reformuler ou peut-être de reprendre pour que tout le monde puisse comprendre. Donc, si j'ai bien compris, votre Oui, le réponse par livrable. rapport au livrable, c'est le résultat qu'on obtient à la fin. D'accord? Oui, Et le jalon, c'est en fait l'événement important pour atteindre ce livrable. On vous a perdu à certains moments, est-ce que vous confirmez ou est-ce que vous voulez apporter des clarifications par rapport à cela pour Jean-Louis, pardon. oui, oui. En fait, comme je vous l'ai dit, un livrable, c'est un objectif qui est atteint. Lors de la planification, nous parlons d'objectifs à atteindre. Exemple, si nous parlons du nombre de jeunes à insérer, exemple 100, là, c'est un objectif. Mais à la fin, si l'objectif est atteint ou dépassé, nous allons parler de livrable atteint. Est-ce que Vous Jean-Louis, avez- c'est bon pour toi? Merci beaucoup, Monsieur Ndeki. Oui, il a bien compris. D'accord. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Oui, vous vouliez intervenir? Non, c'est juste pour rebondir sur la deuxième question que parle de jalon. Le jalon, c'est encore beaucoup plus poussé et je ne sais pas si c'est possible
que nous puissions revenir dans un autre jour, parce que pour les débutants, même si on leur explique jalons, ça peut être un peu beaucoup plus compliqué pour eux. Mais tout ce que je peux leur dire, c'est qu'un jalon, c'est une date de repère qui indique qu'un résultat important est atteint ou validé, en fait. Mais nous allons revenir ultérieurement de façon beaucoup plus élargie à travers des cas concrets pour leur permettre vraiment de comprendre. Mais pour un débutant, si on leur explique les mots jalons, ils peuvent se perdre, ils peuvent ne pas comprendre, en fait. Mais quand on leur explique, par exemple, un livrable, là, c'est simple, à travers leur compréhension de savoir c'est quoi un livrable, ainsi de suite. Voilà. D'accord, Monsieur Ndeki. Merci beaucoup. Alors, Regardez, apparemment, il y a d'autres deuxième questions question, dans le chat. Oui. exactement, de Abraham qui nous demande, dans un contexte de ressources limitées et de fortes contraintes administratives, c'est-à-dire qu'on n'a pas assez de personnes pour pouvoir gérer notre projet, comment est-ce qu'on s'y prend pour planifier et pour piloter ce projet éducatif? Bon, déjà, il faudrait voir par rapport à l'idée de projet et par rapport à la solution dont il faut atteindre, si les ressources sont limitées, il faudrait d'abord essayer de diminuer les ressources humaines déjà. Une autre partie, essayer de diminuer les activités, prioriser les activités les plus importantes parce qu'un budget limité ne peut pas permettre de dérouler toutes les activités, c'est impossible. Il faut prioriser les activités les plus importantes. Et pour cette priorisation des activités, là, en management de projet, il y a un terme qu'on utilise le plus souvent, c'est sous forme de saut, on parle de backlog en fait. Vous allez lister les activités les plus importantes et vous allez les dérouler avec un budget limité. Donc, ces activités vont en quelque sorte guider le budget pour ne pas que le budget soit épuisé. Il y a certaines activités que vous pouvez mettre de côté sans pour autant les délaisser, mais prioriser ce qui sont les plus importantes et continuer le projet au fait. Même si au niveau de la planification, il y a des activités qui peuvent consommer le budget, il y a possibilité, si vous ne les priorisez pas, de réaffecter les ressources au sein des activités les plus importantes et démarrer. D'accord, Monsieur Ndeki, merci beaucoup. Est-ce que c'est bon pour toi pour la première question? Il a je pense, une quatrième question encore. On va peut-être aller dans l'autre. La deuxième question parlait du fait que quels outils simples de gestion de projet peuvent être utilisés dans les établissements éducatifs, pardon, même sans logiciel coûteux ni compétences techniques avancées. Je pense qu'un logiciel comme Trello est simple déjà. Trello, vous pouvez l'utiliser. Ça vous permet, en planifiant déjà, de savoir qui fait quoi par rapport à la durée, aux dates, aux livrables. Trello va vous guider, en fait. Ça ne demande pas de l'argent. Il suffit juste de savoir comment se l'approprier, comment il fonctionne. Et à travers l'équipe que vous avez, l'idée de projet, vous pouvez, à travers Trello, vraiment dérouler votre projet petit à petit en s'appliquant sur les 5 méthodes que nous avons expliquées. Je ne sais pas, Rosemonde, si vous pouvez, je vais écrire l'orthographe Revenir ici sur la déjà. slide ou vous voulez Oui. partager? Je l'ai écrit sur le chat. Vous avez le logiciel Trello, qui est Hello. beaucoup plus intéressant, vraiment, sur la gestion de projet, en fait. Hmm, Voilà. Il est gratuit, vous n'allez rien payer et il est plus souple, en fait. Voilà. c'est ça. D'accord. Il y a quelqu'un qui a posé une autre question. Oui, Peut-on de utiliser Annabelle. voilà, Mhm. la méthode agile dans les projets éducatifs? Oui, la méthode agile est beaucoup plus souple, en fait. Au niveau de la méthode agile, chacun est libre de piloter ses activités, sa composante jusqu'à la fin. Et c'est vers la fin que chaque responsable, en fonction des activités que tu es censé piloter, vous allez en quelque sorte montrer vos différents livrables pour savoir si vous avez réussi ou pas. Donc, ce qui différencie le management de projet agile et les autres, c'est quoi? C'est que chacun est indépendant. Chacun est indépendant, chacun est son propre Scrum et travaille de façon indépendante jusqu'à la fin, en fait. Dans ce modèle agile, le plus souvent, vous n'avez pas
un chef de projet comme les projets classiques, mais vous avez les responsables des composantes. Et chacun travaille de façon autonome et rapide, en fait. Il n'y a pas un chef de projet qui va dire aux gens, faites ceci, faites cela, ainsi de suite. Non, chacun est maître de ce qu'il doit faire, mais il y a un organigramme qui permet de lister les activités de chacun et d'aller plus vite. Et là, avec le logiciel Trello, vous pouvez adopter la méthode agile. Si vous êtes un établissement où les compétences sont là, il faut peser les mots. Si les compétences sont là et que les ressources humaines qui sont mises à disposition sont capables de piloter les projets facilement, sans problème de communication avec les parties prenantes, chacun peut travailler de façon isolée et atteindre à la fin les différentes activités, en fait. Voilà. Donc, la réponse est oui. L'agilité peut être, le système éducatif, les projets éducatifs peuvent être appliqués à l'agilité. Merci. Merci, Monsieur Ndeki. Annabelle, j'espère que c'est bon pour toi. Alors, Monsieur Ndeki, moi, j'avais une dernière question pour vous avant Allez-y. clôture. Je voulais savoir, de par votre expérience, je sais que vous êtes enseignant, quelle est l'erreur la plus fréquente que vous observez dans les projets éducatifs et quel serait le premier réflexe à adopter pour éviter cela? La première erreur fréquente d'abord que vous rencontrez. Le plus souvent, par rapport à mon expérience, je dirais les parties prenantes. Les parties prenantes, quand ils ne sont pas intégrés à 100% dans les projets éducatifs, le projet peut basculer, en fait. Ça, c'est la première expérience que j'ai vue déjà, et ça a été une source de conflit, pour le rappeler, dans la plupart des projets éducatifs, en fait. Parce que quand tous les parties prenantes ne sont pas intégrées, c'est des problèmes de communication, après ça va dans tous les sens. Même pour convoquer une réunion, vous allez toujours voir des divergences. Or que toutes les parties prenantes, c'est quoi? Exemple de projet éducatif, vous avez les bailleurs UNICEF. Vous avez, au niveau des parties prenantes, vous avez les parents d'élèves font partie des parties prenantes. Ils ont un mot à dire par rapport à un nouveau projet scolaire. Les représentants, si c'est des entreprises ou autres, mais aussi l'équipe pédagogique. Donc, tous ces gens-là ont un mot à dire dans le projet. Et la communication devrait passer, devrait être fluide pour que, au moins, le projet puisse être réussi jusqu'à arriver à la fin. Si une des parties prenantes est sautée, exemple, les parents d'élèves ne connaissent pas le budget financé par le bailleur, ça pose problème. Si les différentes activités planifiées, les parents n'ont pas un aperçu sur ça, ça pose problème. Et le plus souvent en Afrique, nous rencontrons ces genres de problèmes en fait. Nous savons que l'établissement a un bailleur ou un partenaire. Il a financé de l'argent. Mais après, on a du mal à obtenir une traçabilité de cet argent. Et jusqu'à présent, en Afrique, nous rencontrons ces problèmes. J'ai participé à des projets comme ça, mais avant la fin, c'est des conflits. Et on nous parle de détournement de gauche à droite, c'est parce qu'il y a absence de communication, absence de transparence dans tout, en fait. Voilà. Je comprends. Merci, Monsieur Ndeki. C'est un peu plus clair Merci. dans le sens où, dans un premier temps, et je pense que c'est pour cela que le PMI souhaite qu'on commence par l'identification des parties prenantes, de sorte à ce que, à chaque fois qu'on est sur un projet et quand on démarre un projet, on puisse embarquer ces personnes avec nous jusqu'à la fin. Je vois une troisième, pardon, question de Christelle, pardon, qui dit que les parties prenantes évoluent le plus souvent en vase clos et en cloisonnant l'information. Comment y remédier avec la gestion de projet? Merci. Déjà, la gestion de projet va prendre comment inclure toutes les parties prenantes, comment les hiérarchiser, parce que toutes les parties prenantes n'auront pas le même pouvoir. Il y aura certaines parties prenantes qui seront en haut du classement. Il y aura d'autres qui seront au milieu et certains seront en bas. Donc, il faudrait savoir les hiérarchiser. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, une fois hiérarchisé, prioriser en fonction de leur intervention. Ils ne vont pas tous avoir le même pouvoir. Et dans la gestion du projet, il y a un chapitre sur la gestion des parties prenantes qui explique tout. Je pense que PMI Côte d'Ivoire aura l'occasion, l'opportunité de revenir un jour là-dessus, sur ce module, pour vous permettre de tout comprendre. Mais ce que je peux vous dire dans le domaine de l'éducation,
il faudrait quand même les hiérarchiser et savoir comment les intégrer dans le projet pour que l'un ou l'une des parties prenantes ne soit pas mise à l'écart ou lésée, au fait. Quand un projet est financé, toutes les parties prenantes doivent intégrer le comité de pilotage afin de connaître toutes les informations. Et ça, c'est dès le démarrage du projet. Dès le lancement du projet, toutes les informations sous forme de fiches synoptiques devraient être mises à disposition des partenaires. Le projet qui a financé, qui est le bailleur, la durée, c'est combien? Après la durée, vous aurez le montant, le budget, c'est combien? Quelles sont les activités les plus lourdes qui vont consommer le budget déjà? Tout ça dès le départ, dès le lancement du projet, il y a une partie des informations qui devrait être mise à disposition des parties prenantes. Donc, il faut vraiment les prioriser parce que les bailleurs considèrent aujourd'hui les parties prenantes comme ceux qui sont à l'origine du financement des projets, en fait. Merci beaucoup, Monsieur Ndeki. Est-ce que Je c'est vous... bon pour vous, Christelle? Alors, d'accord. Une autre question pour quelqu'un? Est-ce que quelqu'un a une autre question? D'accord, elle dit merci. C'est bien compris à son niveau. Alors, Monsieur Ndeki, juste pour clore rapidement, euh, à moyen terme, je peux dire à long terme, quels sont les bénéfices en fait qu'un établissement qui a structuré ces différents projets selon les méthodes de gestion de projet, quels bénéfices est-ce que cet établissement peut en tirer? Merci Rose. Je pense que l'établissement, avec la démarche du PMA, il faut beaucoup en tirer déjà une clairvoyance sur le pilotage des projets. Quand je parle de clairvoyance, la démarche sera structurée. Ça ne sera pas un pilotage à vue, déjà. Et les bailleurs aujourd'hui, ce qui les intéresse dans le projet, c'est d'avoir des partenaires, exemple des établissements qui ont une démarche orientée projet. Vous avez un organigramme de façon claire qui montre aujourd'hui, si un projet arrive dans cet établissement, nous savons quelles sont les différentes équipes qui vont s'occuper de ce projet. Donc, en respectant la démarche PMI, un établissement verrait aujourd'hui plusieurs bailleurs ou partenaires frapper à la porte. Parce que c'est une démarche structurée, une démarche qui sera transparente, une démarche qui va permettre vraiment de gagner du temps, déjà en termes de planification, mais aussi une démarche qui va permettre pour les différentes ressources de pouvoir évoluer en mode agile. Parce que la plupart des projets modernes aujourd'hui, c'est l'agilité que les gens utilisent pour faire le travail, en fait. Donc, en intégrant ces différentes approches du PMI, je me dis que ces établissements-là auront une toute autre organisation différente des établissements classiques. Quand je parle d'établissement classique, c'est quoi? C'est un établissement où c'est le directeur qui décide, c'est le directeur qui fait tout. Si le directeur tombe malade, il n'y a pas de travail, personne ne peut décider, ainsi de suite, ainsi de suite. Dans les normes du PMI, en intégrant votre démarche de projet, normalement, vous verrez que l'organisation de l'établissement va répondre à des normes. Et que même si le directeur est absent, même s'il y a d'autres personnes qui ne seront pas présentes, mais par rapport à l'organigramme, l'établissement sera fonctionnel, mais aussi ça sera visible en fait. Vous aurez une communication structurée avec un responsable de com orienté PMI qui saura comment il va devoir gérer sa communication au sein de l'établissement, au sein des partenaires externes ou internes, ainsi de suite. Donc la démarche PMI, c'est une démarche vraiment simple, mais aussi une démarche logique qui permet à tout un chacun, en entrant dans cet établissement, il suffit juste de lire l'organigramme pour savoir si cet établissement applique une démarche ou une méthode PMI, ou c'est un établissement classique comme tous nos autres établissements africains avec un seul chef en haut, et ça se limite là-bas. Ça, c'est ça la différence, en fait. Ouais.
Merci, Merci. Monsieur Mbeki. C'est vraiment intéressant dans le sens où aujourd'hui, ces établissements qui auront une approche plus structurée pourront, comme vous le dites, gagner des partenariats avec d'autres écoles. Quand vous parlez de bailleurs, vous parlez des investisseurs en fait qui investiront dans ces enfin, dans ces établissements-là et pourront développer d'autres formations pour pour la population en fait, on peut le dire ainsi. Vraiment, merci. Je pense Je vous que j'espère que tous nos spectateurs ici présents ont pu comprendre enfin la gestion de projet pour ceux qui sont profanes et enfin on va dire les différents éléments de gestion de projet, les outils à utiliser pour réussir. Parce que une chose est essentielle, c'est que dans l'éducation comme ailleurs, une bonne idée remercie. ne suffit pas. Exactement. Donc, sans méthode, sans structuration, sans suivi, les projets les plus pertinents, comme vous l'avez dit, peuvent perdre leur impact. C'est pour cela que la gestion de projet, ce n'est pas une contrainte administrative. J'aimerais que tout le monde le comprenne, mais c'est un véritable levier de crédibilité et c'est exactement pour cela que le PMI est mis en place afin de vulgariser la gestion de projet dans tous les domaines. Alors, je tiens vraiment à remercier chaleureusement Monsieur Ndeki. Merci pour votre expertise terrain, merci pour vos explications. Voilà, à l'ensemble de nos spectateurs qui sont ici les parties prenantes. Euh, Merci au PMI, merci à Monsieur Destin Logbo qui, lui, est aussi intervenu pour faire le mot de bienvenue. Merci à mes collaborateurs et merci à vous aussi, spectateurs, pour votre participation active pour vos questions. On espère que à la suite de cette présentation, vous comprenez un peu ce que c'est et que vous entrerez vraiment dans la gestion de projet, vous rapprocherez même du PMI Chapter Côte d'Ivoire. Nous espérons que ces échanges vont donner des clés concrètes pour structurer et piloter surtout tout projet. C'est vrai que nous avons adopté le cadre de l'éducation, mais ce sont des actions qui s'appliquent à tous vos projets personnels ou professionnels. Nous vous Ok, remercions. Osman, s'il Oui, te je pense plaît, que sur le lien le lien pour le questionnaire de satisfaction. oui, Je les ai mis exactement. dans le groupe. J'en venais tout à l'heure. Il y a, je vois Abraham qui a levé la main, qui veut intervenir. D'accord. Bonjour, Oui, madame. Abraham, tu arrives à activer ton micro? Oui, oui, Super. d'accord. J'ai une question, ça sort un peu du cadre, mais j'aimerais le rapposer. C'est concernant le PMI. Vous avez parlé de volontariat. Je ne sais pas comment intégrer. Je ne sais pas s'il y a une cellule. Comment faire? Quels sont les processus D'accord. à suivre pour Très y bien. intégrer? Très bien. Alors, pour le PMI Chapter Côte d'Ivoire, déjà, je suppose que vous êtes ivoirien. Pour le PMI Chapter Côte d'Ivoire, ce qu'on va faire, puisque vous avez posé la question, on vous enverra le lien pour être membre et tout. Vous contacterez une personne. Mais faut savoir que il y a d'abord l'Institut Global, qui est le PMI Global, l'Institut de Project Management. Je pense à si tu peux partager le lien pour qu'ils puissent le voir. Vous pouvez vous inscrire d'abord. Vous devez même vous inscrire d'abord au PMI Global. Ensuite, appartenir à un chapitre. Il y a plusieurs chapitres. Enfin, quand on dit chapitre, c'est-à-dire plusieurs représentations du PMI partout dans le monde. Et au niveau du PMI Chapter Côte d'Ivoire, une fois que vous êtes membre, vous pourrez maintenant accéder au groupe WhatsApp et ensuite proposer d'être peut-être bénévole ou volontaire en fonction de vos disponibilités. Donc, on a pris votre point. J'espère que j'ai pu vous répondre. On va Oui, vous oui, mettre oui, le oui, lien oui, et ensuite merci. vous suivre par la suite. Je vous en prie. Merci. Mm. D'accord. Alors, nous vous remercions. Nous souhaitons que vous puissiez répondre à un petit formulaire, une enquête de satisfaction par rapport à ce webinaire que mon collaborateur vient de transmettre dans le chat, mais je vais le ramener à tout le monde. Cela ne vous donne que 1 à 2 minutes, si cela vous convient, afin de répondre à ce formulaire. N'hésitez pas et c'est nous qui vous remercions pour votre participation, pour votre temps aujourd'hui. Merci à tous. Merci, à bientôt. Est-ce Merci. que tout le monde a pu accéder au formulaire? Déjà juste pour savoir avant qu'on ne coupe.
Abraham, c'est bon pour toi? Jean-Louis, on a Christelle aussi. Oui, Super, d'accord. Merci à tous et à très bientôt. Merci beaucoup. Au revoir, à très bientôt. Merci.